Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, je reçois Romain Guérin, que j'ai le plaisir de connaître depuis des années. Il est préparateur physique au FC Grenoble Rugby et il a une expérience énorme dans le milieu du rugby. Alors tu vas le découvrir, on va aborder plusieurs sujets. Le gainage, qu'est-ce que c'est vraiment? Tout ce système d'anti-rotation, d'anti-déformation que Romain a beaucoup démocratisé, vraiment. Et on va aborder aussi tous les sujets qui touchent à l'animation, tout ce qui va être sa philosophie et ses théories au niveau de l'entraînement. Et donc je te laisse découvrir ça. Et avant tout, je veux te parler des rencontres de la performance qui se tiendront les 14, 15, 16 novembre prochains. Si ça t'intéresse, rendez-vous dans le lien. Et surtout, avant de passer à l'épisode, on va parler de Larocque. Larocque, c'est un partenaire qui nous suit depuis la saison 2. C'est vraiment une marque de qualité. Vous savez que je ne fais pas de sponsoring si je ne conçois pas la qualité de ces marques-là. C'est pour ça qu'il y en a très très peu. Et vraiment, faites-leur confiance, c'est du 100% français. Et je vous laisse avec leur annonce. Salut. Romain Guérin, bonjour. Salut Julien. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Merci. Bon, on discute depuis un moment déjà. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? J'aime bien commencer un petit peu différemment. Si je suis là, je pense que c'est parce que je suis préparateur physique. Et aussi, je suis papa de 2 petits garçons et j'ai la chance de vivre avec ma femme. Voilà. Donc, ça, c'est moi. C'est déjà pas mal. Donc, ouais, tu es prépa physique dans le rugby. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement expliquer un peu ton parcours? Mon parcours pro, je suis parti en STAPS à Gap. J'ai fait mon dog là-bas. J'étais passionné de ski. Très mauvais, mais passionné de ski. J'ai fait une licence après à Marseille, éducation motricité. En quelle année? Parce qu'à tout moment, c'est croisé. 2008-2009. Ah, on s'est raté. Faire quelque chose comme ça. Parce que la préparation physique, c'était pas un métier au dire de mes parents. Et que prof de sport, c'était vachement plus safe comme voie. Et tu feras de la prépa un peu En à côté. plus. Et puis, alors, j'ai fait un stage d'1 an avec les gamins en situation. Et c'était pas pour moi. Et du coup, préparateur physique, c'était toujours pas un métier. Donc, tu vas faire kiné. Donc, je suis parti faire 1 an la prépa au concours. C'était pas pour moi non plus. Et donc, finalement, j'ai réussi à rentrer en master. Je suis rentré en master à Montpellier. Et, voilà. Et puis, j'ai fait mes 2 années à Montpellier. Derrière, j'ai eu la chance de rentrer à Aix-en-Provence. J'ai fait 8 saisons. 2 ans à Narbonne, 3 ans à Nice et aujourd'hui à Grenoble. Un sacré parcours. C'est cool. Vous êtes premier, alors c'est 2e division, c'est ça? Ouais, pour l'instant, à l'heure actuelle. Bon, ça sent bon. Ça sent bon. Pour l'instant, on a bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Ouais. Vous avez tous bien travaillé. Qu'est-ce qui te passionne dans la prépa? Qu'est-ce qui me passionne dans la prépa? Un truc bête, mais c'est quand j'ai découvert l'entraînement au judo. C'était rigolo. Quand j'étais gamin, on a eu un carnet d'entraînement à faire. Mais j'avais... c'est quand je suis arrivé à Salon de Provence, donc j'avais 12 ans, tu vois, à l'âge de ma 5e. Et notre truc de préparation physique, parce que j'avais intégré une section un peu... pas trop mauvais, quoi. Et on avait un carnet et il fallait faire, je dis n'importe quoi, 50 pompes dans la semaine, 10 tractions dans la semaine. Comment t'appelles ça, des uchikomi, des prises sans faire tomber là. Et on avait ça, il fallait juste noter. Et t'avais pas de, tu vois, c'était pas. Et en fait, mon frère le faisait pas, par exemple. Et moi, ça m'a tout de suite accroché ça. Et j'ai vu des résultats. Et l'année d'après, 4e, je m'en souviens. L'été, ma mère, elle m'inscrit à la salle de muscu. Je sais pas pourquoi, il y avait une offre. Je suis à la salle de muscu. Et là, pareil, je vois qu'en bossant, il se passe des trucs. Et c'est le déclic. Et en fait, ce qui me plaît dans l'entraînement, je pense, c'est que si tu travailles, tu obtiens des résultats. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé aussi un peu transmettre, je pense. Et voilà, ça te fait la jonction des deux. Tu vois. Transmettre un truc où si tu bosses, t'es quasi sûr d'obtenir des résultats. C'est pas un champion, mais... Oui, résultat à ton échelle. Ouais, voilà. Tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Tu as du contrôle sur toi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool. Et puis après, c'est hyper large. On peut parler de tout. Enfin, l'être humain, c'est un matériel qui est monstrueux. Donc,
qui est ultra riche. J'en maîtrise rien du tout. Et donc, ça me passionne. Voilà, c'est... Tu as toujours bossé dans des clubs pro ou tu as aussi fait d'autres missions à côté? Ouais, j'ai travaillé pour un pôle de rugby à 13 aussi, en parallèle. J'ai un petit peu travaillé J'ai aidé un petit peu un bout le raid à la police. J'ai essayé d'amener un petit peu sur l'organisation un peu de leur journée. Ça, c'était trop bien. C'était un truc que j'ai adoré. Ça a duré juste une petite année. Et après, j'ai toujours fait 2-3 petits trucs à côté, mais principalement, ma mission principale, ça a toujours été du rugby pro. Ouais. C'est quoi ton métier, donc préparateur physique, sur un club de rugby pro? Est-ce que c'est pareil que dans des milieux amateurs ou qu'est-ce qui diffère? Wow. Le temps. Ouais. Le temps, parce que si tu es en club amateur, je vais partir de l'inverse, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc ton métier il est super compliqué, quoi. Si tu as 2 fois 20 minutes dans une semaine et que en plus, grâce à ça, tu as des résultats, tu es bien meilleur que moi, qui ai beaucoup plus d'heures. Et ce qui change, c'est le matériel sur lequel tu travailles. J'ai toujours, on est tous des... J'aime bien je fais souvent les parallèles avec l'univers de la voiture, mais t'es mécanicien ou préparateur de voiture, soit sur des petites catégories, puis après c'est comme au Mans, quoi. Puis tu montes, puis un jour tu as la chance de toucher les protos, et c'est le même métier, juste ça roule plus vite. Il y a plus de chevaux et plus de technologie, et tu as plus de monde dans les stands. C'est plus toi qui changes les pneus, toi tu fais que programme. Enfin, voilà, tu as plus de monde pour t'aider. C'est exactement la même. C'est pareil. Et la spécificité du rugby dans l'entraînement, dans la prépa, c'est quoi? Parce que chaque sport a des spécificités. Par exemple, je dis n'importe quoi, en judo, ça va être travailler le système lactique à fond et le grip. En rugby, qu'est-ce qui sont les facteurs de perf en tant que prépa? C'est hyper difficile parce que on a du mal à les évaluer, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on a pas de... Tu vois, on a certains travaux qui sortent des KPI, c'est-à-dire si tu améliores ça, on a des chances que ça s'améliore un geste technique, mais on n'a pas de lien de transfert direct. C'est pas aussi simple que de dire tu fais 150 au coucher, tu lances ton javelot 3 mètres plus loin. Il y a des facteurs de corrélation dans certains sports. Nous, on a du mal. Je vois bien, il y a certains travaux qu'on montré, mais c'est pas si évident et les liens de corrélation sont pas très évidents. Donc, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est de garder nos joueurs le plus longtemps sur le terrain. Donc, réduire un petit peu les pépins. Ça va être une première base. Et après, on a aussi la chance d'avoir un sport qui est ultra riche. Il faut qu'on soit puissant, il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on soit fort, et il faut qu'on fasse ça pendant 80 minutes, voire 85. Et en fait, tu touches des spectres qui sont super larges et à l'opposé, qui normalement ne vont pas trop ensemble. Et tout ça, il faut le faire avec, vu qu'on est un sport de collision, tout le problématique, c'est aussi de le faire avec un poids de corps qui est le plus lourd, le plus important possible. Enfin, faut trouver le mot. Ouais. Donc, tu vois, ça fait plein de choses qui sont un peu ambivalentes, qui ne vont pas ensemble, et il faut essayer de tout mixer pour que ça donne un bon athlète. Et avec des positions, en plus, complètement différentes. Tu vas retrouver avec des joueurs, les joueurs de la mêlée, qui font des efforts ultra extrêmes de manière isométrique, en force pure, avec des joueurs qui sont derrière, qui vont avoir des vitesses qui peuvent des fois toucher des top speed à plus de 35 km/h. Donc, voilà, tu vois, un spectre super large. Et ça, c'est génial. Et moi, ça ramène à ma curiosité parce que ce sport-là, il ne s'arrête jamais. Et puis, tu as tellement de choses à travailler que c'est cool. Ouais, tu as toujours des choses à découvrir, à comprendre selon les postes, selon les joueurs, selon tout. Exactement. Tu parlais d'efforts isométriques dans la mêlée. Ça me fait penser à l'antidéformation, surtout. C'est un peu ta marque de fabrique. En tout cas, ça l'a été. Ouais. Ça l'a été. Pour toi, c'est quoi le gainage ? Je te pose une question très générale pour t'embêter exprès. Ouais. Non, mais... Allez, cadeau. Ouais, ça l'a été. C'est vrai que c'était les premiers trucs, comme je te dis, j'aime bien transmettre. Et ça a été le premier truc que j'avais un petit peu publié. C'est pas publié, je n'ai pas écrit d'article, hein, mais j'avais expliqué un petit peu ma manière de faire. En fait, c'est parti d'un... Il y a eu 2 trucs. Moi, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ce que je fais. Je suis pas du tout un instinctif. Ouais.
Je suis pas trop un instinctif. J'aime bien les systèmes. J'aime bien que les choses elles soient carrées et de pouvoir me projeter dans le temps. Et je trouve que plus j'ai un système qui est fermé, qui est précis, moins je me perds et plus je sais où je vais et plus c'est facile. Plus c'est simple pour moi. Ça correspond à ma manière. Et donc, voilà, sur le gainage, les abdominaux, j'avais lu des trucs. Puis moi, je n'étais pas très content de ce qu'on avait. Bon, je ne m'y retrouvais pas trop. Et en fait, j'ai repris le truc du départ et je me suis dit, OK, à quoi ça sert ? À quoi ça sert en sport ? Et le constat de base, c'est de te dire qu'en sport, ben, ton gainage, ce qui se passe au milieu, ta midsection, quoi, le job, c'est plutôt de résister au mouvement que de créer du mouvement. Le job du gainage, on a appelé ça core parce que le concept anglais était plus simple. Parce que on ne parlait pas d'anatomie, en fait. Si tu veux, pour moi, c'est plus facile d'utiliser un concept anglais, c'est pas bien. Je sais pas, mais si tu parles de corps, j'y intègre tous les muscles. Tu as différents muscles qui vont y rentrer en fonction de la situation. Tu peux avoir des fixateurs d'omoplate qui en font partie sur tel mouvement. Je vais avoir des fixateurs de hanches qui vont en faire partie. Et il y a toujours, bien sûr, cette relation aux abdominaux et aux obliques, tout ce qui traîne autour, le transverse, machin et tout, les recteurs du rachis. Mais plutôt que d'avoir une vision anatomique, une vraie vision plutôt du rôle. Et le rôle, dans 99% du temps, à part les sports de combat, c'est plutôt de résister et de créer des ancrages pour permettre de développer de la puissance et des mouvements derrière. Pour transférer. Ouais. Transférer, protéger. T'as vraiment ça, tu vois, transférer, parce que si tu veux générer de la puissance sur un lancer, il te faut un point fixe. Parce que si j'écarte mon bras pour prendre de l'élan, j'y vais. Et qu'ici, il n'y a pas de point fixe, c'est compliqué, je ne peux pas générer de force. Transférer, parce que dans tous les sports courus, le but du jeu, c'est de pousser vers le sol, puis d'amener quelque chose plutôt vers l'horizontal, vers l'avant. Alors nous, encore plus, on a de l'impact. Donc, tu es obligé d'avoir une partie centrale qui doit devenir dure. Et puis, protéger. Parce que ça, on va le retrouver dans les sports de combat comme le judo. Si j'essaie de te faire un quart de tour... je veux me cette chaîne, sinon tu t'arraches le dos. C'est moyen, quoi. Ouais. Ça arrive. Hein. Donc, tu vois, ces trois rôles-là. Voilà. Et le constat, c'était que ma manière que j'avais appris de l'entraîner, ça répondait pas à mes problématiques. Trop simpliste, et puis pas dans le bon rôle, en fait. C'était ça. Donc, voilà, moi, je pars là. Après, tu vois, j'aime bien vraiment structurer. Donc, je définis plusieurs étapes, des modalités d'entraînement, une progression, différents exercices. Et puis, voilà, je structure un peu le truc et j'en crée un vrai modèle, un vrai système qui me permet de l'écrire. Alors, je définis des plans d'entraînement, donc anti-flexion latérale, anti-rotation, anti-flexion antéro-postérieure, anti-compression, à chaque plan, des mouvements qui vont me servir de référence, associé à ça des modalités. Donc tu vois, tu as tes plans, différentes modalités qui correspondent à des mouvements, et tout ça, je le mixe et je l'organise sur une saison. Et je sais que c'est pas vendeur parce que du coup, c'est très rigide, mais ça permet d'amener du progrès. Et en fait, une fois que tu as un truc hyper rigide, ça me permet vachement de changer. Bien sûr. Et puis voilà comment ça, j'ai sorti un petit peu ça. Et puis j'avais beaucoup écrit dessus, j'avais vachement documenté avec pas mal d'exercices, à un point où je pense que les gens ils pensaient que mes séances d'entraînement c'était que ça, alors que faut bien être on est ok, ça représente un tout petit... C'est une petite partie, mais c'était la première chose que j'avais structurée et que j'étais content de mon travail, donc je voulais aussi le partager. Tu as bien fait. Ça m'avait beaucoup aidé sur le judo, justement, où j'avais fait le même constat que toi, c'est-à-dire que c'est pour faire 1000 crunch, arriver à un certain niveau en judo, nous on le faisait sans même les entraîner. Et je me suis dit, oui, mais il y a un problème, tu as des gamins qui arrivent à armer, mais pas à finaliser. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe au milieu, il y a beaucoup de force en haut, beaucoup de force en bas, mais c'est vide. Et je me suis dit, ok, comment on fait ? J'ai souvenir d'avoir vu une conf de Michel Pradé qui parlait de gainage et tout. Et j'ai dit, tiens, là, il y a déjà quelques infos. Mais pareil, c'était pas suffisant par rapport à mes besoins à moi. Et je sais plus pourquoi on me parle de toi. Alors, je sais plus si j'avais posé une question ou si j'étais tombé sur un article ou quoi, je sais plus. Et j'avais commencé à regarder tout ce qui était anti-rotation, anti-flexion. J'ai dit,
putain, mais c'est ça en fait qui me manque aujourd'hui. Parce que l'anti-rotation, quand tu as un mec ou une fille qui vient et qui veut te projeter, bah, tu as intérêt à avoir des bons anti-rotateurs pour pas te faire embarquer. J'ai dit, mais bah oui, mais pourquoi j'ai jamais pensé? Et là, j'ai commencé pareil à chercher des exercices un peu partout dans ce sens-là. Et j'ai fait un petit peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai mes mouvements anti-flexion, anti-inclinaison, anti-rotation. Et je me dis, ok, lui, dans son sport, il a besoin de quoi, tu vois? Un peu Raph qui est assis à côté, lui, il est en kayak. Donc, il a besoin de pouvoir créer de la force avec le haut, mobile en bas, avec un tronc qui stabilise tout ça, tu vois. Donc, ok, on va bosser plutôt comme ça. Les judokas, c'est plus sur la rotation et sur les flexions. Et tu fais ok. Et grâce en partie à toi, j'ai réussi à créer ce système-là. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, tu allais t'acharner à améliorer un squat, un DC ou n'importe quoi. Aucun transfert. On parlait de transfert tout à l'heure. Et tu oublies pendant une petite période, quand tu as vraiment un point faible, hein, tu oublies pendant une petite période tout ça. Je dis, ok, on va faire vraiment du travail de corps, pour reprendre ta terminologie. En fait, tu vois la perf qui augmente, le squat qui va augmenter, le DC, tu te dis, mais mince, j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, des fois, on regarde que là, alors qu'il faut regarder l'entièreté. Et j'ai fait l'erreur inverse. Ah ouais. Si, tu vois, des fois, être trop focus sur le détail et t'oublies que, à un moment, ce qui compte, c'est que en bas, le train moteur il soit juste un peu plus solide et ça fonctionne bien aussi. Trouver l'équilibre. Exactement. Ton facteur limitant. Moi, mon focus, c'est de faire ça. Alors, j'ai 45 athlètes. C'est pas possible pour tout le monde, tu vois, t'as pas le temps. Mais l'idée, c'est toujours ça, c'est de dire, qu'est-ce qui le limite? Et si je trouve ça, et derrière de mettre un protocole en place, ça c'est hyper c'est intéressant, voilà, t'as plein de trucs. Comment tu fais pour trouver ce facteur limitant? Est-ce que c'est des batteries de test? Est-ce que c'est de l'observation, de la discussion? Autre chose? Un peu des deux. Batterie de test, c'est bien. En fait, il faut repartir à la base du système. Moi, comme je t'ai dit, j'ai un truc assez rigide. J'ai écrit un système, une progression annuelle qui, à mon sens, fonctionne à peu près bien pour 80% des joueurs que je vais rencontrer. C'est pas le même pour tout le monde. Il est déjà divisé en fonction des postes, des différents profils que je retrouve tout le temps, tu vois. Et voilà, j'ai une trame vraiment commune, une saison qui est écrite et qui à peu près fonctionne pour 80% des gens. Ça me libère du temps parce que j'ai déjà tout qui est prêt. Et du coup, ça me permet de me concentrer sur ces problématiques un peu plus individuelles. On commence avec des testings classiques et tu peux avoir des pistes. Mais après, honnêtement, c'est rare que pour l'instant, j'ai un test qui me dise ok, c'est ça. Non, c'est plus en fonction de comment le mec il bouge, lui le ressenti. Pour moi, je peux pas passer un mec sur une plateforme de force et te dire c'est ça. Non, j'ai besoin de le voir bouger, j'ai besoin que lui il me fasse ses retours aussi. Puis d'essayer plein de trucs. C'est hyper individuel en fait sur ça. Et là, elle est là pour moi l'individualisation. Tu vois. Elle est d'avoir ce temps, du fait d'avoir quelque chose de un système très figé, très rigide, très préécrit. Ça me libère du temps et de l'espace mental pour avoir du temps pour pouvoir faire ça. Ok, je comprends. Super intéressant. Quand tu parles d'individualiser sur 45 athlètes, c'est compliqué. Comment est-ce que tu t'y prends? Répondre aux besoins. Donc on identifie. C'est toujours les mêmes, foncièrement. Tu vois, on a les mêmes catégories. J'ai un mec qui a besoin d'améliorer son déplacement, sa capacité à répéter des actions. Bon, ça, c'est préécrit. J'ai des gars qui ont besoin d'améliorer leur performance en collision. Foncièrement, souvent, ça va soit vers leur capacité d'accélération, soit vers augmenter leur poids de corps. Et tu vois, j'ai plein de profils comme ça. Ça, c'est déjà une première base d'individualisation. Après, bien sûr, j'individualise avec les niveaux de chacun, donc les pourcentages, que ce soit de vitesse, de force. Et après, c'est au quotidien. Vraiment. Et pour moi, la plus grosse individualisation, elle vient de là. Elle vient de j'utilise beaucoup de questionnaires tous les matins. On fait questionnaire What If Wellness. Et de là, des échanges
on crée une individualisation, mais qui est faite au jour le jour et au feeling de ce que les joueurs ils me disent. Tu vois, on va mettre un protocole en place parce que j'ai une raideur là, j'ai un truc. On va adapter l'entraînement parce que voilà, c'est sur ça. Après, une année, j'étais pas en position ce qu'on appelle head coach, tu vois. Mon job c'était vraiment que le développement athlétique, donc j'ai beaucoup de temps pour le faire et j'avais surindividualisé tous mes programmes par poste, par profil. J'avais fait neurotype sur les mecs, par typologie musculaire, et en fait j'avais comme je sais pas, mais pour chaque séance je dois avoir chaque session, je dois avoir 10-15 profils différents. Et c'était nul. Ah ouais? C'était nul. C'était nul parce que mes gars, ils s'entraînent par groupe, si tu veux, les avants et les arrières. Et en fait, je passais ma séance à expliquer les séances aux mecs. Je coachais pas. J'expliquais parce qu'ils n'avaient pas tous la même chose. Ça manquait d'énergie. C'est terrible, hein, ce que je veux dire. Mais on fait un sport collectif. Et en fait, j'avais des mecs qui j'avais individualisé des trucs, et en fait, ils se remettaient ensemble pour se tirer la bourre, pour créer la propre émulsion que moi, j'avais enlevée par le surindividué. Et du coup, ça avait été un pseudo-échec, tu vois, et pourtant, j'étais content parce que j'avais travaillé, j'avais fait un truc de fou pour chaque mec. Enfin, c'était... Et fausse bonne idée, en fait. Parce qu'on fait un sport collectif, et on a besoin... Cette partie prépa, tu as besoin quand même d'avoir un socle commun. Il faut répondre à des besoins individuels, mais tout en gardant un socle commun pour se créer déjà des repères ensemble, pour pouvoir se challenger, pour pouvoir ce côté émulation, compétition, que ta séance elle soit rythmée. Et si tu perds ça, bah, t'enlèves un petit peu de... je comprends. On est un sport de combat, tu vois, t'as besoin un peu de... Ouais, bah, nous c'était pareil, tu vois, en judo, sur le pôle France, j'ai eu une époque... Alors, sur la réathlée, les blessés, c'était obligatoire. Mais sur les élites, j'avais une quinzaine de judoka élite. Et je me disais, ok, est-ce que j'individualise à fond? En fait, j'avais 1 heure et quart. Et j'avais déjà les blessés sur la salle de muscu, en plus. Et t'es là, bon, si je fais de l'ultra-individualisation, j'avais essayé. Je crois que j'ai tenu 3 semaines et j'ai tout arrêté. Parce que, en fait, ouais, pareil, ils se désengageaient. Mais c'était là, bon, il faut le faire, je le fais. Tu les vois sur les cordes, ils sont comme ça, ils attendent que ça passe. Même s'il y a de l'intensité, ils s'en foutent, quoi, c'était des machines. Et du moment où on les avait mis en circuit, donc je faisais plus que des circuits training quasiment toute l'année, avec différentes intensités et tout. Je faisais même de la force max en circuit. Parce que nous, en judo, tu as besoin de projeter, d'avoir un niveau d'explosivité et de force qui s'applique à un instant donné avec de la fatigue. Donc je l'ai crevé pendant 4 minutes. Et d'un coup, j'avais 1 ou 2 reps de tel truc à faire, tu vois. Et ça marchait plutôt bien en plus en termes de résultats. Alors scientifiquement, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais on avait observé des bonnes améliorations. Et le fait de les mettre soit l'un derrière l'autre, soit par 2, l'intensité, tu voyais leur tête à la fin, c'était plus du tout la même. Et j'ai dit, allez, on avait raté quelque chose, quoi. Donc tu vois, je voyais le même constat que toi. C'est un truc de prof de PS un peu à l'ancienne, et c'est pas péjoratif, mais c'est l'animation de ta séance. Et c'est un truc qu'on a perdu aujourd'hui. On a ultra science. C'est génial. Attention, je dis pas qu'il faut pas amener d'évolution scientifique dans notre métier, mais on est des entraîneurs. Et l'entraîneur, il anime. Ça veut pas dire que ce soit avec le Club Med, hein, c'est pas ça. Mais tu dois coacher. Ouais. Et si tu coaches pas, soit tes mecs, c'est parfait. C'est-à-dire que tout est... Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours des corrections à faire. Et puis après, tu peux coacher l'intention. Donc, tu as le coaching technique. Déjà, il y a toi. Il y a du boulot, déjà. Ouais. Puis toi, tu sais, tu as le bouquin de Nick Wickelman dessus. Quel cue tu vas donner, quelle consigne en fonction de ce que tu veux. Consigne, objectif interne, externe. Consigne interne, consigne externe. Sur quoi tu vas focaliser le mec en fonction de ce que tu veux. Donc toi déjà tu as du job en amont à te préparer pour dire ok, cette séance là c'est une séance de puissance ou c'est une séance plutôt on va dire je sais pas, on va dire imagine body parce que tu veux augmenter, donc je vais pas mettre les mêmes consignes, je vais pas donner les mêmes tips. Puis après tu as le truc donc ça techniquement, et après tu peux coacher l'intention aussi. Et pourquoi on prend un entraîneur? Pour qu'il soit aussi entraînant. Il y a entraînant dans le mot, et c'est pas péjoratif. Tu sais, des fois, on entend les mecs dire c'est pas bien de compter les reps. Et
Bien sûr que si, que c'est trop bien de compter les reps. Moi, je compte les reps de mes mecs. Go, il en reste 2, allez, bombarde. Et hop, on en rajoute une. Et tu vois, pareil, je reviens au système fermé. Mais du coup, il me libère. Et je suis là et je peux accompagner mes joueurs. Je leur place les barres, j'essaye. Et les rares fois où je peux pas le faire, je suis malheureux un peu parce que je perds mon travail. C'est plus mon je vois ce que job, tu veux il dire. fait partie de ça. C'est hyper important pour moi d'être coach, vraiment. D'être entraîneur, c'est ton métier. Et il y a beaucoup de choses à faire dessus. Ouais, il vaut mieux une prog moyenne et un bon coaching que l'inverse. 100%. Et un athlète impliqué. C'est clair. Et le meilleur programme du monde, si tu mets pas l'intention qu'il faut, il est nul. Un programme très moyen, si tu mets 100% d'intention, ça fonctionne. Bien sûr. Bien sûr. Il y a pas mal d'études maintenant sur l'intention, le fait d'être actif ou passif à l'entraînement, et pas mal de choses qui le montrent. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu arrives à leur amener, ou c'est le joueur, il l'est comme ça ou pas? Ça fait partie de créer ton... Tu vois, c'est créer ton ambiance d'entraînement, quoi. C'est hyper important. Moi, je mets un peu mon masque quand j'arrive en salle, quoi. Je me remonte mon niveau d'énergie, je crie, enfin, je crie. C'est pas un cours de Zumba, mais et j'ai rien contre la Zumba. Je te verrais bien donner des cours de Zumba, fait d'ailleurs. pour payer mes études. J'ai travaillé en même temps. Et d'ailleurs, je fais un maxi. Pour payer mes études, j'ai fait des cours collectifs. Mais c'est super en termes d'animation. C'est des compétences. Ça apprend beaucoup. 1 million de fois. Comment tu attrapes un groupe, pas avoir peur avoir moins peur de parler en public. Moi, des fois, j'ai 20 mecs, ils font tous 2 mètres, 120 kilos. Bonjour, vous allez vous mettre sur la barre là, et puis on va. Enfin, tu vois, comment hop, tu les attrapes, faut y aller. Donc, tu joues un peu ton rôle, donc ça crée une ambiance, il faut la créer. La musique, super important. J'ai toujours un truc, et tu l'as reçu il n'y a pas longtemps. Lissandro. Ouais. C'est le premier séminaire que je fais. C'est un ovni. Ouais. Et tu vois, je suis gamin. Je suis en première année de fac, en première année de master à Montpellier. Et il arrive, tu vois le show, il nous fait son séminaire, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, allez voir l'épisode. Et encore, il est extrêmement calme dans l'épisode. C'est assagi. C'est incroyable. Et donc, il nous présente toutes ces techniques, machin et tout, truc de fou. T'es gamin, je pensais qu'à ça, à la puissance. C'était mon... J'adorais, tu vois. Mais il coach que des mecs en one-one. Et passe le temps de questions-réponses, et je lui dis, écoutez, moi, je travaille depuis dans le rugby, donc c'est pas une bêtise, c'était pas ma première année, c'était ma 2e année. J'avais déjà commencé. C'était sûr que j'étais déjà en structure, donc ça doit être 2e année de fac ou juste après, je sais plus. Et je lui dis, moi, je coach 20 mecs en même temps. Et je dis, comment toi tu ferais, quoi? Il me regarde et il me dit, je mettrai un DJ. Moi, je te jure, je sors d'école et je me dis, mais il est fou, ce mec. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est un génie. Et il a raison. Et t'as plein de clubs. Fred l'a fait quand il était à Bordeaux. Ils ont une session, le mec mixe et fait monter là. Et c'est trop important. Pareil, on part pas dans le... Oui. Parce que quand je dis ça, je dis, il faut animer, il faut faire de la musique. Je parle pas de faire un cours collectif, c'est pas ça. Mais ça rentre dans le truc. Tu vois, j'ai une playlist un peu... Quand c'est un RM squat, machin et tout, j'ai 2-3 morceaux qui, moi, me boostent bien et puis qui sont un peu agressifs. Alors, aujourd'hui, avec l'âge, je commence à être de plus en plus en décalage avec les goûts musicaux de mes joueurs. Mais j'apprends aussi. Comment ça, Chopin, ça vous met pas dans une bonne ambiance pour un RM? Et donc, tu vois, il y a vraiment une question d'ambiance, de feeling. Je pense qu'il faut s'en surjouer. On en parlait tout à l'heure en off, mais tu dois coacher comme c'est ta personnalité. Et moi, ma personnalité, j'adore m'entraîner. J'ai fait ce métier, c'est parce que j'aimais ça, j'aimais le transmettre aux autres. Et quand je m'entraîne, il y a de l'énergie, quoi. Et donc, j'aime que mes joueurs, ils s'entraînent avec de l'énergie. Donc, je mets de l'énergie et puis je coach. Voilà. Donc oui, il y a besoin d'avoir une ambiance. Je pense qu'il faut créer un climat. Et les fois où j'arrive à le faire, tu as des séances qui sont là. Et les rares fois, parce que je suis assez content, j'arrive quand même à peu près souvent, mais des fois, ça prend pas. Ou le truc à la con, t'as pas de musique ou un truc... Et ben, t'es souvent un ton en dessous. C'est clair.
l'importance de la musique est assez dingue. Toi, ton positionnement dans la salle, comment tu as créé tes groupes, comment tu te places, tout ça, c'est des compétences qui ne s'apprennent pas dans les bouquins. Et c'est hyper important. Une question bête, l'agencement de la salle en prépa, c'est toi qui l'as donné ou pas? Ça dépend. Quand j'ai eu la chance de dans des clubs où j'ai pu créer les espaces, oui. Là, c'était fixé, donc là, tu choisis pas. Mais tu peux toujours bouger. Généralement, quand tu arrives quelque part, moi, j'aime bien changer un ou deux petits trucs quand même. Déjà, pour que ça, pas changer pour changer, mais que ça corresponde un peu plus à ma circulation. Voilà, comme je te dis, j'ai un système qui est déjà... Je sais comment vont se dérouler les séances, donc... j'imagine comment les mecs ils vont bouger. Et qu'ils ne fassent pas le tour de la salle non-stop. C'est pour ça que je te posais la question, justement. Tu vois, une zone de sprint ou une zone d'axel, s'il faut traverser pour aller chercher les haltères au milieu, c'est un peu chiant. Et c'est dangereux. Voilà, ce genre de truc-là, quoi. Ok. Pour revenir sur la musique, je te dévoile un truc. Moi aussi, j'avais fait des cours co, mais après mes études. Je bosse dans une salle où je fais des coachings en perso, en plus du Pôle France à l'époque. Sur la fin où j'avais réduit les heures sur le pôle. Et la patronne me dit on a besoin de quelqu'un pour nous faire des cours de TRX et de vélo. Et je dis TRX, déjà les cours co, je n'en ai jamais fait, je ne sais pas faire. Et je ne suis pas coach sportif, je suis prépa physique. J'aime bien cette nuance-là. Et je dis je n'ai jamais fait. Elle dit non, mais ça va, vu ce que tu fais en coaching, c'est super bien, nanana, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Et je dis par contre, moi, je ne suis pas sûr du tout. Elle me met sur une formation vélo. Alors, autant le TRX, je maîtrisais vraiment beaucoup l'outil, je l'utilisais énormément. Donc, je n'étais pas inquiet. Et je me suis dit, je mettrai des musiques de fond, mais basta. Donc, il y avait une dizaine de personnes. Mais les cours de vélo... tu construis ta séance en fonction de la musique. Ah ouais, elle me met en formation. Et là, je vais la voir, je dis, non, mais c'est pas pour moi. Hein. Je sais pas pédaler en rythme. La musique, j'écoute pas ce que les gens ils écoutent à la radio. Et franchement, ça me plaît pas, quoi. Elle me dit, mais si, essaye. Et je suis un gars de défi. Et je sais plus comment elle m'avait tourné ça, mais en mode défi, j'ai dit, ok, vas-y, c'est bon, je te le fais ton cours. Et premier cours que je fais, en plus, la salle venait d'ouvrir. Genre, je crois que j'avais eu une personne. T'es en face à face, et là, tu dis, oh putain. Et je préfère le one-to-one quand je coach sous les barres de muscu ou sur un terrain de foot à courir. Et là, je dis, bon, je fais semblant, tu vois, le fameux énergie. Et puis au fur et à mesure, les courses sont super vite remplies. Et les gens venaient pour moi. Et je dis, mais je vous mets la musique qui n'est pas conventionnelle, qui n'a rien à voir. C'était pas du RPM, c'était vraiment une cours de vélo libre. Tu construisais ton truc, je faisais quoi. moi tout. Je remettais des musiques de films à la fin, des trucs, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? J'écoute les playlists, je dis, mais ça va ni queue ni tête. Et en fait, la musique et surtout ton positionnement par rapport à ça, c'est ultra important. Et au final, j'ai gardé ça pendant, je dirais, autour de 1 an et demi. Une fois par semaine, le samedi matin, j'avais ce cours de vélo et ce cours de TRX. Et en fait, ça m'a apporté énormément pour apprendre à coacher. Parce que je venais du sport à bon, voire haut niveau. J'avais entraîné que des sportifs de bon ou haut niveau. Et là, je découvrais que les femmes ne savaient pas faire d'une traction, en fait. Que les gens, quand ils faisaient 3 tours de pédale, ils étaient essoufflés. Et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça m'a permis de recontextualiser toute la pratique que j'avais sur le haut niveau. Et de dire, ok, en fait, ma méthode de coaching, elle n'était pas forcément bonne. Pas adapté, c'est pas le même métier. Ouais, mais même sur la prépa physique de haut niveau, il y avait des choses que, tu vois, maintenant avec le recul, c'est facile, hein, mais je dis, là, j'aurais dû coacher comme ci ou comme ça, ou le positionner comme ça. Ou quoi. Comme quoi, les cours co peuvent apporter énormément de choses. Bon, la Zumba, j'ai pas essayé par contre. Ouais, tu m'excuseras. Un carnage. Mais vraiment, comme tu disais, moi, ça m'est arrivé. T'es 1-1. Ah ouais, c'est horrible. Ouais, là, bienvenue en termes d'adaptation. Ouais. Mais c'est trop bien, c'est hyper formateur. Parce que les gens, ils ont souvent, et les jeunes coachs, moi, je ferais pas tant la différence que ça entre nos deux métiers. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui s'entraîne, je pense, pour sa santé et l'autre plus pour la performance. C'est ça. Et encore, tu as plein de gens qui vont en salle de sport qui s'entraînent aussi pour de la performance et qui réalisent des bonnes performances. Coach sportif, pour moi, c'était cours co, cours fitness, cours co, je précise. Et les gens, tu sais, les jeunes coachs, souvent, là, tu vois les gamins à la fac ou quoi, ils oublient un truc, c'est que des fois, toi, t'es préparateur physique, t'es pas l'entraîneur du sport. Et que du coup, des fois, t'as pas que des gens motivés
pour aller à tes séances. Et il clair. faut que tu arrives à accrocher les gens. C'est clair. Et là, il faut que c'est pareil, que ta méthodo, elles sont un peu... Que tu aies appris à travailler avec des humains, à avoir de l'échange. Comment on prend un peu les gens avec nous, comment... tu peux pas forcer un mec à faire une séance. En même temps, c'est aussi son job. Mais comme on parlait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'intention, c'est nul. Donc, qu'est-ce que je fais comme compromis? Qu'est-ce que je fais pour aller vers lui? Puis l'intérêt, c'est que ça lui soit profitable. Moi, comme je dis toujours, je dis, les gars, moi, je m'entraîne pour moi être en forme, mais ça n'a aucun rapport. J'ai rien à foutre que vous soyez... moi, je veux juste qu'on gagne, quoi. Ouais. C'est ton job. Ouais, mais je veux gagner. Que tu fasses 125 ou 130 au coucher, ça, quand j'ai commencé, ça avait de l'importance. Si je voulais avoir les meilleurs athlètes, tu vois, un peu dans cette mentalité américaine, anglo-saxonne, c'est-à-dire que ton meilleur athlète, c'est celui qui est le meilleur en prépa. Enfin, je voulais avoir des joueurs qui soient les meilleurs athlètes. On va faire la distinction. Ouais, je comprends très bien. Aujourd'hui, c'est moins important pour moi. Je veux les meilleurs joueurs. Je veux qu'ils deviennent les meilleurs joueurs. Si le facteur limitant, c'est leur niveau athlétique, j'essaie de leur faire comprendre et on échange et on essaye de... Mais il peut s'avérer que ça soit pas ton niveau athlétique qui soit problématique. Je suis d'accord. Et dans ce cas-là, te battre et dépenser. J'aime toujours ce concept de dire notre énergie dans la journée, elle est finie. Elle est définie. Tu t'en as pas... Si tu l'investis dans le mauvais... dans ce qui te rapporte pas quelque chose pour ta performance, tu fais une erreur. Et nous, on fait une erreur. Si moi, préparateur physique, pas forcer, mais je fais dépenser trop d'énergie pour un mec, c'est bizarre de dire ça pour un prépa, mais trop d'énergie à un mec dans son développement athlétique et que ça devient au détriment de sa pratique de jeu, ou même à son niveau d'énergie global et que derrière, je fais une erreur, je me trompe. Ouais, on n'a pas des athlètes de CrossFit. Exactement. Je caricature, mais... Non, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient les meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est d'avoir les meilleurs joueurs de rugby possible, pas les meilleurs athlètes. Ça rejoint une définition que j'avais trouvée que j'aime bien. C'est la préparation physique, elle ne sert qu'à exprimer ton potentiel technique à plein potentiel sans être bridé par justement l'aspect physique. C'est juste ça. Trouver tes facteurs limitants. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça l'est ou pas? Et quelle partie de ta prépa, quelle partie dans tes différentes qualités d'athlète est le facteur limitant? Peut-être pas tous. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de prévenir également des blessures, en tout cas d'éviter les gros traumas. Est-ce que la prépa répond à ça? Est-ce que ça le permet? Et si oui, comment tu fais? On est à peu près d'accord, et puis la science, elle l'étaye plutôt correctement, de dire que généralement, si tu es plus fort, tu auras moins de chances de te blesser. Pourquoi? Juste parce que tu vas augmenter la stabilité de tes articulations. Donc, tu auras moins de soucis. Si tu prends le mât d'un bateau et que tu mets des petites cordes de laine de chaque côté pour tenir le mât, ou si tu mets des câbles en acier, tu as quand même plus de chances que le bateau avec les câbles en acier, le mât, il se barre moins, ou il résiste plus aux tempêtes ou aux impacts. Le premier truc, c'est ça. Ensuite, nous, on fait un sport de collision. C'est pareil, je plein d'exemples, mais vas-y. Si tu vois, il y avait mes enfants tout à l'heure, je peux pas me blesser en jouant au rugby contre mon fils de 8 ans. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que je suis plus fort que lui. Parce que je vais dominer toutes mes collisions. Si tu fais du judo avec eux, même si mon gamin c'était le meilleur crack, mais même si tu te combats contre, alors je vais dire Teddy Riner quand il avait 8 ans, il faisait peut-être la même taille que nous, mais quand il avait 5 ans et qu'il était le même niveau technique d'aujourd'hui, tu gagnerais. Et tu risquerais pas de te blesser parce que tu es plus fort, parce que tu es dominant. Donc ça, c'est un deuxième truc. Et je pense qu'il y a donc ça, c'est purement, on va dire, mécanique et physiologique. Tu vas avoir un autre aspect, c'est au niveau de la fatigue, ton gouverneur un peu central. Plus tu vas être fit, plus tu vas prendre des bonnes décisions, moins tu vas te mettre dans des situations à risque et moins ton corps il va être à risque. Plus tu es capable d'endurer des efforts, plus tu vas continuer à garder cette stabilité articulaire et la qualité technique. La qualité technique. Et tu vas faire des bons choix. Et si tu fais des bons choix, tu es aussi meilleur et à moins à risque. Et après, le dernier truc, c'est un peu mental. Pareil, tu as fait sport de combat.
nous, on est un sport de combat collectif. En tout cas, moi, je l'envisage comme ça. Oui, clairement. Si je fais une prépa qui m'amène un peu de confiance en moi, on a du mal à l'amener, mais moi, j'y crois profondément. Enfin, si je suis déjà, on se met face à face, je te rends 10 kilos, je me sens solide. Ça veut pas dire que tu vas pas me battre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais je simplifie pas mon propos. Mais de base, on est que des animaux. Hein. De base, psychologiquement, je peux peut-être prendre un peu l'ascendant. Voilà. Et sans tout résumer à ça, sinon on mettrait que des bodybuilders sur les terrains de rugby. C'est pas ça que je veux. Tu le vois, moi sur les judokas, mais tu le vois sur les rugbymen aussi. Moi, les judokas, avant les France, ils voulaient tous venir se tester à la muscu pour se mettre en confiance. Et du moment où ils se mettent en confiance, plus performants. Et généralement, c'est des mecs qui se blessaient pas. Et ceux qui se cachaient, ça puait. Alors, il y a plein de facteurs, mais ça joue beaucoup, je trouve. Donc, tu aurais les trois, voilà, tu vois, c'est réduire, assurer une meilleure stabilité articulaire, réduire ta fatigue, donc faire des meilleurs choix et donc être moins en danger. Et puis, un côté vraiment sur confiance en soi, estime de soi, qui, quoi qu'on en dise, à mon sens, joue aussi sur sur ta performance et sur ton risque de blessure. Tu le disais, le rugby, c'est un sport de collision, mais il y a un paradoxe aussi, que tu dois connaître en tant que rugbyman, c'est au plus je suis fort, plus je résiste, au plus les impacts sont forts, et au plus il faut résister, et au plus... et c'est un cercle... Comment est-ce que tu gères cette problématique, ou comment, dans le rugby en général, c'est géré? C'est un peu la course à l'armement quand même. Hein. Aujourd'hui, on est quand même... Parce que le règlement a évolué, mais on voit que ça suffit pas. En tout cas, pas sur tout. On essaie quand même d'être les... J'utilise beaucoup la notion de momentum. Ouais. Donc le momentum, c'est ta vitesse moyenne sur 10 mètres. Le truc le plus classique pour la science, le plus classique pour le mesurer, c'est ta vitesse moyenne sur 10 multipliée par ton poids de corps. Ça te donne une unité arbitraire. Et plus ce score il est élevé, en gros, plus c'est ta capacité à créer des dégâts, en fait. Et l'objectif, c'est d'avoir le momentum le plus élevé possible. Pour que ce soit l'autre qui subisse. Ouais, normal. C'est parce que si on fait rentrer que la notion de vitesse, c'est pas correct. Si tu prends une Clio, que tu boostes, que tu vas faire rouler à 200 km/h, mais qu'elle prend un 45 tonnes dans la tronche, même si lui, il roule qu'à 100 km/h, bon. Moi, je pense que si je rentre dans un demi de mêlée, même si je cours très vite, c'est moi qui vais avoir des dégâts. Quoi. Voilà. Il y a vraiment une notion. Le momentum, il donne vraiment une vision réelle. Réelle. Je ne suis pas spécialiste en physique parce que là, c'est des calculs physiques et je prétendrai pas. Moi, je m'inspire des lectures que j'ai là-dessus et de mon vécu d'expérience. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure. C'est peut-être la meilleure estimation potentielle. Et si on est que ça, on enlève tout le côté psychologique. Hein. Bien sûr. Parce que si tu y vas avec ta peur, que tu ne te gagnes pas, bon, voilà. Mais si on prend qu'une grandeur. L'objectif aujourd'hui, il va être d'avoir des joueurs avec les momentum les plus élevés. Et en fonction du profil, on doit répondre à ils doivent répondre à plusieurs caractéristiques parce que plus tu vas jouer vers l'avant, vers la mêlée, plus tu vas devoir avoir un poids de corps élevé. Donc ton momentum, la plus grosse partie va venir de ton poids de corps. Plus tu vas être derrière, plus tu vas devoir toucher, le jeu va t'emmener à toucher des vitesses très élevées. Donc peut-être que ton momentum va plus être axé par ta capacité d'accélération. Mais dans tous les cas, on essaye d'augmenter ça de plus en plus. On arrive quand même depuis quelques années à une stagnation relative des gabarits parce que on a les règles font qu'on a une demande on augmente ce qu'on appelle notre ball in play, donc notre temps de jeu effectif, il est en augmentation constante. Donc à un moment, il faut des mecs qui savent courir longtemps et répéter. Il faut pouvoir courir longtemps et répéter. Donc à un moment, tu es obligé de stagner un petit peu dans les gabarits. Même si grâce au remplacement, au nombre de changements, on peut quand même conserver des mecs assez lourds. Et puis on a des athlètes de plus en plus performants qui, très lourds, sont capables de répéter des actions pendant très longtemps. Donc c'est la course à l'armement, comme on dit. Non, c'est intéressant de voir parce que j'avais entendu cette problématique-là en rugby il y a des années et des années. Et je regarde peu les matchs, mais j'en regarde de temps en temps. Et je vois ces gabarits, mais grossir. Je me dis, mais en fait, je pense qu'ils n'ont toujours pas la solution. C'est pour ça que je voulais te poser la question, tu vois. Comme je disais, quand même,
tu vois moins de profils. On s'est rendu compte quand même que, et moi ça fait partie de mes fondamentaux, c'est quand même ta capacité à te déplacer, à répéter des actions, elle est quand même primordiale. Sinon, on prendrait ce que je dis tout le temps, on irait chercher des strongmen. Hein. Sauf qu'au bout de 10 minutes, le mec, avec tout le respect, j'adore ce sport. Bien sûr, c'est pas le c'est pas adapté, quoi. Mmh. Et pourtant, le mec en mêlée, peut-être qu'il serait super fort. Dans les collisions, ils accélèrent. Les mecs, ils font 140 kilos, 150 kilos, voire il y en a plus. Je suis sûr que si tu refais un 0,5 mètres, ils sont pas dégueulasses. Il y a cette capacité à répéter, quoi. Et donc, ils sortiraient du cadre. Donc, on est en train, à mon sens, voilà, on est en train de toucher l'équilibre. Ouais, on est en train de toucher l'équilibre et avec des joueurs qui se déplacent de plus en plus et qui sont encore de plus en plus rapides. Ouais, c'est impressionnant. Je suis toujours abasourdi par le niveau athlétique général des rugbymen. Quoi. Tu te dis, mais les mecs, c'est incroyable, ils sont bons partout. Ouais, dans l'ensemble, c'est des bons athlètes. Ils font les meilleurs crossfitters français. Avec les judokas. Aujourd'hui, le meilleur, c'était Willy Georges et bon, il a quand même fait un peu. Il y a quelques années, c'était, je sais plus comment il s'appelait, c'était un judoka français qui était en équipe de France à l'époque. Un des premiers à être sorti sur les Games. J'ai un trou de mémoire, mais ouais, c'est pas grave, il m'en voudra pas. Parce qu'avant, c'était encore un rugbyman, mais c'était les mecs du 13 à c'est Toulouse, j'ai perdu son prénom. Ouais, c'était aussi très fort. Ok, je regarderai. Mais sur le travail donc en rugby, la problématique, pour revenir à ça, c'est les commotions et le renforcement du cou. Ça aide beaucoup ou pas finalement? Parce que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Nous aussi en judo on le fait, parce qu'on a pas mal de problématiques là-dessus. En boxe aussi. C'est pareil, c'est un des sujets sur lesquels j'ai pas mal écrit parce que en fait c'est c'est pareil que le corps finalement. Mais un poil plus haut. Ouais, c'est ça, mais c'est la finalité parce que ça fait partie de notre complètement. Et j'ai copié le système un peu que j'ai appliqué au corps, je l'ai copié sur l'entraînement du cou, j'ai pas mal documenté, pareil. La science, elle dit aujourd'hui que les effets seraient pas forcément super significatifs. Moi, j'ai envie de dire que je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire en termes physiques. Je t'enlève tout l'aspect technique, qui est sur moi, finalement, la première des priorités. Parce que la commotion, elle vient quand tu plaques avec la tête d'un mauvais côté, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, c'est technique. Après, est-ce que tu peux vraiment empêcher, quand tu prends un mec de 130 kilos qui t'impacte avec l'épaule à la tête, de faire un KO? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu peux réduire les dégâts parce que ton cou il a plus de stabilité et que tu vas réduire le balancer? Parce que c'est ça le principe, réduire l'oscillation de la tête et du coup le choc du cerveau dans la boîte crânienne. J'aurais tendance à dire que avec pas mal d'humilité, je pense que oui. Et c'est pas parce que c'est non significatif scientifiquement, c'est-à-dire que là on parle de mesures statistiques. J'irai pas plus loin parce que mon niveau en statistique est pas bon du tout, mais on parle d'une mesure statistique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Et nous, à notre niveau, pour la sécurité des mecs, même si les effets sont pas démontrés significativement scientifiquement, à part la méthode statistique, s'il y a un chouïa d'effets, je les prends. Je les prends. Clair. Ça te rassure. On a reparlé de psychologie. Et nous, c'est quelque chose comme vous dans les sports de combat qu'on va retrouver dans les phases de lutte aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des gestes où si tu peux accompagner avec ton coup, tu vas terminer ton geste. Alors, je te parle même pas de la mêlée où c'est primordial. Mais quand même, être capable d'avoir de l'anti-mouvement, d'être puissant en anti-mouvement sur ton coup et en plus de générer de la force, donc d'avoir des muscles qui vont stabiliser l'articulation, je vois pas, dans tous les cas, ça peut pas être problématique. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je pinaillerai pas. Je sais que des fois, il y a des débats sur est-ce que les mecs lisent les études, refont une méta-analyse, reprennent les... En fait... on s'en fout. Non. Mais je vois pas comment ça pourrait être mauvais pour mes joueurs, franchement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai inclus au moins une fois par semaine et que je les encourage à faire. On est en train de changer, c'est en train de venir. On a des mecs qui font de plus en plus attention à ça, donc... Je pense que c'est hyper important. Et que ça doit être fait dès le plus jeune âge. On doit le travailler. Et voilà, c'est une priorité. C'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Sur le coup, nous, on le renforce beaucoup dans les sports de combat. Donc, il fait la prépa en judo, MMA et boxe. Tu es obligé de passer par là.
Et nous, on voit vraiment un effet sur la protection, particulièrement en boxe et MMA, sur le nombre de KO. C'est-à-dire que c'est des stats très nuls. Mais tu vois la taille du cou des mecs, tu peux être sûr de savoir s'ils vont en prendre un ou pas. J'ai un mec qui a des trapèzes et un cou qui est littéralement comme ça, plus large que la tête. Il a jamais pris un KO de sa carrière. Alors, pourtant, il en a pris des belles, hein, mais jamais un. Et tu te dis, merde, il y a peut-être un effet. Et tu renforces et ça marche. En MMA, tu parles de la création de force. Je coachais pas mal en judo et en grappling. Et je leur disais, la tête, c'est plus important que tes mains, généralement. Pourquoi ? Parce que tes mains, elles vont être occupées ou attrapées. Tu peux pas faire. Tu peux pas trop contrôler. Alors, oui, quand tu es à l'aise, c'est cool. Mais dans les cas difficiles, c'est ta tête qui va souvent t'aider à verrouiller le mec ou non. Donc, si tu n'arrives pas à créer de force ou à résister, bah, tu es mort, en fait. Donc, c'est ultra important de le renforcer dans ces sports-là. Puis, il y a une autre chose, c'est il semblerait, alors c'est toujours pareil, toi tu as beaucoup d'entraîneurs qui nous écoutent, alors je vais prendre des pincettes. Ils sont tous bienveillants, honnêtement. Pour moi, si tu crées un point de flexion sur ton rachis, tu crées une zone de faiblesse. Complètement. L'expérience de terrain te donne, il me donne raison. C'est-à-dire que la première chose qu'un lutteur, si je dis pas de bêtises, je suis absolument pas spécialiste, il va chercher à faire quand il va saisir derrière, c'est de casser l'alignement de la tête. Tu vois, il va essayer de te baisser le cou parce qu'à partir de là, tu as moins de force. Et tu n'as même plus de force. Tu as beaucoup moins de force. En judo, au sol ou au grappling, dès que tu désaxes, c'est je verrouille cervical, le reste suit. Voilà. Du moment où tu as les cervicales, tu peux tenir que ça. Hein. Le mec, il ne peut pas tourner, il ne peut rien faire. Tu avais le test dans Becoming Supple Léopard, c'est qui s'arrête. Tony Blower test, tu vois, il fait une clé de bras, il te montre et tu le fais avec rachis placé et rachis désaxé et t'es moins fort. Ouais. Et donc même si, tu vois, ça fait un deuxième étage de prévention pour moi. Parce que dans toutes les zones où tu vas être, tu vas avoir besoin d'exercer de la force isométrique, parce que nous, on a beaucoup de situations de lutte, et finalement, c'est de la force isométrique. Si tu peux garder ton alignement de ton rachis complet, tu seras que plus fort et tu seras tu seras et plus performant. Et vu qu'on a dit que si tu perdais une courbure, tu perdais de la force, tu es aussi potentiellement moins en danger. Ouais, c'est clair. Donc c'est un deuxième effet protecteur au-delà des chocs qui, bien sûr qu'on est OK, à partir d'un moment, tu prends un mec à 35 à l'heure, une épaule dans la tête. Oui, tu peux pas tout esquiver. C'est comme si tu as un accident de moto, tu peux mettre un casque, moi je suis motard, et tu mets un casque, la dorsale, le machin. Si tu prends une bagnole de l'autre côté, c'est foutu. Tu as tout fait pour te protéger, mais donc... ouais, je pense que ça joue, c'est vraiment important. Et ça vient dans la suite du corps. De tout le travail avec le corps, c'est d'être capable de retrouver ces alignements qui nous permettent de créer de la puissance. Et souvent, on a ces problématiques-là. OK, j'ai une zone de flexion, j'ai un point de flexion qui fait que je perds un petit peu de jus sur ces zones-là. Et ça fait partie. Voilà, c'est dans la continuité, comme le pied. Ouais. C'est à l'opposé. Voilà. On parlait de renforcement des érecteurs du rachis. Comment est-ce que toi tu le travailles, ça ? Comment je le travaille ? Ça dépend des postes, mais pour les joueurs les plus en demande, de manière assez simple. La première base, c'est en anti-mouvement. Moi, je suis assez fan. Si vous voulez, je reprends un principe, mais moi, mes joueurs dans des mêlées, ils prennent des compressions en fait. Et on est un des rares sports où tu prends une compression avant, on se pousse tête-tête, ça tu peux retrouver dans les sports de combat. Moi j'ai un mec derrière encore. Et donc j'ai double compression. Et donc de ce constat-là, pour moi, le squat est un super mouvement pour ces joueurs-là parce qu'on recrée un petit peu cette double compression si tu veux. C'est-à-dire que tu vas te faire écraser et en même temps, il faut que tu génères de la force. Donc, la première des choses, comment je les entraîne ? En répliquant un petit peu cette force de compression, donc en luttant contre cette force de compression sur des mouvements de base, de force de base. Et puis après, je les entraîne de manière classique, tu vois, sur des mouvements de charnière, rien de compliqué. Okay. Je sais pas si c'est sur ça que tu veux m'amener, mais je fais pas trop de mouvements. Je fais pas trop de mouvements sur ma colonne. Pas que je sois opposé,
Mais d'expérience, pareil, pour des athlètes. Là, je parle vraiment pas pour des gens normaux, je parle pour des gens qui ont un volume de course important dans leur semaine, qui ont un niveau de contrainte sur cette zone rachis importante. Je trouve que tout ce qui est travail en amplitude, de mouvement, ou qui sort un peu de la position rachis neutre, est plutôt défavorable. J'entends par là tout ce qui va être job de Jefferson Curl, tu vois, tous ces... Je pense que ça peut être intéressant. Je crois beaucoup au fait que oui, on se renforce en sortant un petit peu des amplitudes, c'est vrai. Mais quand tu prends un tel stress au quotidien sur ces zones-là, tu n'es pas capable de le combattre. Et en fait, tu as l'effet inverse de ton hormèse, en fait. L'hormèse, c'est une petite dose de poison et tu es capable de le combattre pour progresser. Mais si déjà les contraintes, elles sont telles... Tu vois, moi, même un mec qui fait 120 kilos, c'est un mec qui court 18 km par semaine, quoi, 18-20 km par semaine, juste de course. Hein. Faites le calcul avec votre Garmin. Regardez si vous faites 20 bornes de footing. Les impacts juste de footing. Énormes. Lui, dedans, il a des variations. Il freine, il repart, il change de direction, il sprint. Et vous avez enlevé, il n'y a pas les impacts. Lui, il y a les impacts, il y a les mêlées. Donc, toute cette zone-là, elle prend déjà des pètes tout le temps. C'est-à-dire qu'il prend des GH24. Donc, le renforcement, je l'envisage plutôt de manière rachis-position neutre, un peu classique, et je n'ai pas de problème avec ça. Parce que sortir de là, en tout cas en période de championnat, c'est toujours pareil, il faut mettre de la nuance et du contexte. En période de championnat, je pense que la balance bénéfice-risque, elle bascule plutôt du côté du risque. Et moi, je pose toujours les choses comme ça. Je pense que tout, dans ma démarche, c'est tout a le défaut de ses qualités. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de contre-exemple. Le seul truc, ça pourrait être la gentillesse. Mais bon. Et encore, des fois, tu as le défaut de tes qualités quand tu es trop gentil. Mais tout a le défaut de ses qualités. Moi, je fonctionne comme ça. Du coup, ça m'oblige à amener de la nuance dans tout ce que je fais. Et après, c'est peser bénéfice-risque en fonction du contexte. Parce que ton bénéfice-risque, selon la période où tu es, il n'est pas le même. Tu vois, je reprends un exemple sur ça. Je vais limiter tout ce qui va filer des grosses courbatures, par exemple, en saison. Par exemple, des entraînements sur exercices sur des amplitudes trop complètes ou des choses comme ça, en période de saison. Mais hors saison, on y va. Ça s'inverse complètement. Parce que là, on va créer... on va aller chercher de l'adaptation max pour que, justement, que tu sois plus problématique. Et je pense que tout doit être reposé. Il n'y a pas de bonne méthode. Juste, il y a un bon contexte et appliqué au bon moment. Tout ce qui était... Parce que je voulais pas t'amener sur les mouvements, mais c'est bien que tu en aies parlé, parce que je n'avais pas forcément pensé. Tout ce qui va être mouvement d'overhead squat, etc., c'est des choses que tu utilises ou pas du tout? Non. Ah ouais? Non. Overhead squat, si tu veux... Alors, nous, notre zone d'impact, elle est numéro 1. Non, ta zone d'impact, elle est là. Okay. C'est l'épaule. Oui. Nos joueurs, ils percutent par l'épaule tout le temps. Enfin, 80. Si tu veux, ça te donne une idée de l'état dans lequel c'est. C'est pro-inflammé tout le temps. Okay. C'est inflammé. On passe pas d'écho H24, mais quand on passe, tu vois que vaut mieux pas regarder. C'est pas en super état et forcément, ça va se régénérer, mais c'est pas fou. Donc, la mobilité d'épaule, c'est un joueur de rugby, c'est problème. En tout cas, moi, mes joueurs, ma petite expérience, c'est toujours un peu problématique. C'est problématique, donc est-ce que je vais aller chercher un mouvement qui va mettre... Le facteur limitant de mon overhead squat, ça va être juste ma capacité à placer le mouvement. Du coup, je ne vais pas tirer les bénéfices de mon overhead squat. Ça, c'est pas le bon moment. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des joueurs de rugby qui ont une super mobilité au-dessus de la tête? Je ne suis pas persuadé. C'est pas un facteur limitant dans la performance de mon sport. Si j'entraîne des volleyeurs, tennisman, bon là je remets. Mais moi, à part aller chercher un ballon en touche de temps en temps au-dessus de la tête, il se passe pas grand-chose, quoi. On est plutôt... Ça veut pas dire que il faut pas y aller. Et c'est toute la limite du sport santé bien sûr. et du sport performance. Nous, à un moment, on bascule dans la performance. Et donc, oui, peut-être que je laisserai une épaule en meilleur état derrière. Et c'est pas bien ce que je dis, mais au jour d'aujourd'hui, ça va pas être un point de focus. Ok. Parce que je perdrais tellement de temps à aller gagner ça. Ouais, mais c'est pour ça que je te posais la question. Bénéfice-risque. Okay. Et bénéfice-risque, il y a aussi bénéfice-temps. Oui, dans le sport pro, oui, carrément.
il va me falloir X séances pour développer une mobilité, pour aller faire un overhead. J'ai des milliards de variations pour avoir le même résultat. Trop bien. Dans mon contexte. Ah ouais, non, mais carrément. Moi, c'est quelque chose que j'utilise dans ma pratique, par contre. Trop bien. Oui. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est toujours intéressant de voir comment le prépa s'entraîne pour savoir s'il transfère vers les sportifs ou pas certaines choses où il a une appétence, quoi. Ouais. Mais je comprends très bien ce bénéfice temps, surtout. Est-ce qu'il y a une thématique que toi, tu avais envie d'aborder aujourd'hui, sur laquelle tu as envie de partager? C'est pas facile, ça, comme question. J'ai pas de... Qu'est-ce qui me tient à cœur en ce moment? J'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup bossé sur tout ce qui va être économie de course, tu vois. C'est un truc que j'ai pas mal bossé en ce moment. Pas mal de réflexions là-dessus. On en a un peu parlé, mais j'ai un gros focus sur le coaching. Je pense qu'on est dépendant de la qualité des informations qu'on délivre et de comment on est à même de les faire passer. C'est-à-dire, c'est super de donner des consignes, mais encore faut-il qu'elles soient comprises. Déjà, il faut qu'elles soient pertinentes, et en plus, il faut qu'elles soient comprises. Donc, comment on met l'athlète dans la capacité de les comprendre, quelles consignes on utilise pour que lui soit capable de les comprendre. Voilà. Le rôle, je disais tout à l'heure, pour moi, je vois un poil trop de prépa des fois, de ce que je vois, et c'est ma petite... Surtout les jeunes prépas, si je peux donner un conseil, coachez. Restez pas derrière vos PC. C'est super de vouloir faire les meilleurs plans d'entraînement du monde, des Excel, de l'espace, ils maîtrisent la technologie, mais c'est génial, hein, je suis pas du tout pour un retour en arrière, à l'inverse, mais par contre ne perdez pas votre métier, c'est coacher. Il faut pas se tromper là-dessus. Sinon tu deviens data scientist, sport scientist. Ouais, et encore je trouve que c'est dommage si ton sport scientist il pas sur le terrain, il vit pas un peu sur le terrain, quoi. Je suis complètement d'accord. Un petit peu, toujours à... Sans... Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'opposer... Il rate les choses cool, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Et c'est pas d'opposer les deux. Tu vois, je trouve que... Je regarde un petit peu les réseaux sociaux, les trucs. T'as les mecs evidence-based d'un côté, et les gars ne font plus rien si c'est pas prouvé par les études. Sauf que ça a un peu de retard, ou des fois, c'est absolument décontextualisé. Et de l'opposé, tu as des gars qui s'affirment comme étant que de terrain et qui veulent absolument pas être dans le progrès. On a toujours fait ça. Les gars, est-ce qu'on peut juste aller au milieu et tirer le meilleur des deux mondes? Et c'est comme ça qu'on aura la meilleure... Je trouve que le monde, il est tellement dogmatique, en fait. Le monde de l'entraînement, monde de l'entraînement, il reflète... Très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être gris, quoi. Il faut prendre parti pour un camp. Il faut que tu te dis... Tu vois, c'est pareil, tout à l'heure, je pensais que tu voulais me parler un peu des dos ronds, de l'entraînement dos rond, tout ça, tu vois, je pensais que on peut en parler, moi j'ai aucun souci avec ça. Je l'ai fait, j'ai jamais eu de problème. Et ceux qui veulent pas le faire, le font pas. Enfin, c'est ultra dogmatique comme connerie. Pourquoi, quand et sur dans quel but. Et ça peut être super intéressant. On peut mettre de la nuance un peu dans tout. Bien sûr. J'avais adoré la vidéo, tu vois, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, je sais pas, c'est pas CrossFit, où le mec, il était... C'est peut-être pas CrossFit. C'était une parodie du CrossFit, où le mec, il est dans la vie quotidienne et il fait que des mouvements normés. Ultra calé, je vois très bien ça. Il s'assoit sur son canapé en squat parfait, il se lève de son canapé. Bon, on est bien d'accord que ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est stupide. Peut-être qu'on peut réfléchir en se disant que oui, notre corps, il est fait pour avoir du mouvement, mais peut-être qu'à la base, il n'a pas été créé pour le faire avec 100 kilos au bout des bras. Et que t'étais pas censé lever ça. Il y a un milliard de questions, mais juste arrêter d'être dogmatique et amener de la nuance et du contexte dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je valide à 150%. Un des facteurs de perf de tes rugbymen, c'est donc la course, la vitesse de course ou d'accélération. Tu parlais tout à l'heure de t'être intéressé à la technique et l'économie de course. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais travailler sur les sportifs en prépa? Ou c'est un entraîneur qui va le bosser? Comment ça se passe? Non, c'est moi.
Enfin, c'est moi avec le staff prépa avec qui je suis. Il y a, ça regroupe 1 milliard de trucs, parce que c'est cette technique de course. Plus j'avance, plus la technique formelle, je veux dire de mouvement, des gammes athlétiques, tout ça, plus je prends du recul quand même. Plus je le vois comme quelque chose qui va nous servir à faire du renforcement. Et en fait, l'idée, c'est de trouver les facteurs limitants, encore une fois, et les facteurs qui vont vraiment faire augmenter ça. Okay. Je suis très focus sur le travail de pied. Donc, le travail de pied, c'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est une expression des athlètes. Ça veut juste dire être capable d'utiliser, en gros, l'énergie élastique de ton tendon d'Achille, quoi. Et c'est comment je crée ça. Et ça amène à 1 milliard de questions derrière. C'est-à-dire comment je place mon pied, qu'est-ce qui crée la rigidité, pourquoi quand il appuie au sol, il ne s'écrase pas. Et il y a eu 1 milliard de gens qui ont écrit des trucs super. Tu vois, il y a le mec de Knees Over the Toes qui a développé le travail du tibial rise. C'était passé à la trappe pendant des dizaines d'années. Enfin, en tout cas, de mon prisme à moi, il y a sûrement des super entraîneurs qui l'ont toujours fait, mais... Pour avoir été un petit peu dans l'athlétisme, même en athlète, j'en ai pas trop vu. Finalement, il le faisait, mais par le travail pliométrique, mais il n'y avait pas de renfo pur. Pourquoi ? Alors que ça peut être super intéressant. Tu vois, j'ai cherché ça. Le rôle du solaire, qui aujourd'hui est primordial. Donc, tu vois, aujourd'hui, dans la salle, on a une machine à solaire qu'on utilise beaucoup. Énormément de travail barfoot. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. J'ai beaucoup pratiqué. Et voilà, ça amène des bénéfices de manière simple. Juste te mettre pieds nus dans une salle et tu vois, ratio bénéfice-temps, ça c'est complètement. Game changer, c'est pas vrai. Pas parce que tu vas t'entraîner pieds nus, mais au moins ça te coûte rien. Pas de technologie, rien du tout, et ça va super vite. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour diminuer notre coût énergétique de la course. Parce que moi, c'est une vraie problématique que j'ai sur des joueurs qui sont très lourds. Ok. Tu prends ces joueurs-là, tu les mets sur, tu vas les faire emmener, tu les vois courir, ils sont, comme on dit chez nous, ils sont oxy, tu vois. Et tu vas les prendre après, tu vas te faire un cardio sur le vélo, quelque chose porté, ou du rameur, ou du ski avec eux, ou un circuit training avec. Et là, tu te dis, ouf, c'est pas normal, là, il y a un décalage. Et ça m'a. Tu dis, en fait, ils sont pas, le facteur limitant, c'est pas leur système cardiovasculaire ou pulmonaire. Le facteur limitant est musculaire. Ah, musculaire ? Il est sur les muscles spécifiques de la course. À la course. Okay. Et du coup, ça crée un coût énergétique qui est trop important. Et ils sont pas capables de le... Enfin, pas capables, mais ça leur coûte trop d'énergie. Alors que ça devrait être quelque chose d'économe. Et du coup, il y a quelque chose à faire. Et si toi, tu continues à les entraîner sur vélo, pour développer leur système cardiovasculaire, tu as raté quelque chose. C'est pas le bon truc. Et c'est bizarre au début quand tu dis au mec la mêlée, on va se mettre pieds nus, faire du mollet, faire de la corde à sauter. Ouais. Et pourtant, c'est vers ça que j'essaie de les emmener, tu vois. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, être capable de mesurer l'économie de course, c'est complexe. Ça se fait bien. Hein. En train de lire des bouquins de Véronique Bia là, mais c'est voilà, ça demande une mise en œuvre. Mais voilà, il y a plein de choses à faire là-dessus qui sont assez simples et qu'on peut... Et pareil, je suis en train de le codifier, tu vois, comme j'ai fait pour le corps, tout ça. Je suis en train de me refaire un truc bien. Et ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant et je pense qu'il limite les pépins aussi. Tout ça, c'est en relation avec tout ce qui est travail sur la tendinopathie d'Achille. Voilà, c'est ce que je suis capable d'utiliser plus d'énergie élastique, de moins travailler musculairement. Ça va renvoyer aussi aux blessures au-dessus, donc au niveau de l'ischio. Parce que si j'ai pas de complexe mollet qui travaille suffisamment fort, peut-être qu'on peut se dire, c'est que des suppositions, que c'est mon ischio qui va prendre le relais. Si en plus je suis dans un contexte de sportif sédentaire, même pro, c'est-à-dire que je m'entraîne 4 heures dans la journée, mais que les 18 autres heures, elles sont assises, j'ai une amnésie du fessier. Mon fessier fait pas le job, mon mollet tient pas, enfin mon complexe mollet-pied fait pas le job, je me retrouve au milieu et c'est pas fait pour. Voilà, il y a plein de questions à aller chercher là-dessus. Enfin, il y a plein de réponses et plein de questions à se poser là-dessus. Et c'est une vraie voie d'amélioration et de développement et c'est pas très sexy.
c'est pas super sexy comme comme truc d'entraînement, quoi. C'est pas des squats à 300 kilos. Ouais. C'est pas instagrammable. Pas super Instagrammable, ouais. Ce qui m'avait inspiré à l'époque, moi, c'était les études et les travails de posturologie. Alors, je me suis pas spécialement formé dessus, mais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, le corps n'est pas que un ensemble de groupes musculaires, mais qu'ils agissent tous avec des interactions, et des fois de manière très éloignée. C'est-à-dire que la position de mon pied peut avoir un effet sur ma capacité à pousser sur mon bras, sur mon épaule ou n'importe quoi. Et je me posais la question parce que je discutais encore avec un prépa physique d'une ancienne génération il n'y a pas très longtemps, qui me parlait de travail par groupe musculaire, etc. Et moi, j'ai plus l'habitude de travailler par pattern de mouvement. Je me dis, mince, est-ce que c'est nous qui avons évolué? Est-ce qu'on est dans le juste ou pas parce qu'on a voulu réinventer des choses? Et j'ai toujours ce doute-là. T'en penses quoi, toi? Je pense que pour la performance, tu dois parler en termes de pattern quand même. Mm-hmm. Mais pour trouver des facteurs limitants, des facteurs de progression, tu es obligé de te cibler sur... Des fois, tu es obligé de faire le focus sur une zone. Et puis, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est compliqué d'envisager tout intellectuellement dans un ensemble. Parce qu'on n'est pas assez intelligent pour le faire. Et si en plus à ça, tu rajoutes le fait que tout est lié à l'esprit... T'arrives dans un sacré bordel, pardon, et du coup, on est obligé de le segmenter. Ouais. Parce que sinon, on n'aurait pas la compréhension de le faire. Et encore une fois, je pense que là où c'est dommage, c'est quand tu deviens dogmatique pour vendre un truc. C'est-à-dire que si tu dis, je reprends le travail de Knees Over the Toes, mais parce qu'on en a parlé un peu, si tu dis aujourd'hui, mon tibial rise, il résout tous mes problèmes, achetez ma méthode, non, c'est une erreur. C'est du marketing. Voilà. Et c'est tout ça. En fait, dès que tu vas devenir trop segmenté et affirmer que tu as une solution, non, j'ai une solution à ce problème, dans ce contexte. Et pour les autres, il va falloir continuer à se creuser la tête et aller chercher partout. Tu as plein de gens brillants qui amènent plein de choses. Justement, la recherche est devenue tellement ouverte, on a pris conscience de tellement de choses. Parce que moi, la recherche, c'est aussi très important pour ça. Effectivement, pour tester des plans d'entraînement, etc., ils seront toujours en retard par rapport à ce que tu peux faire sur le terrain et observer directement sur le terrain avec ton chrono, quoi. Ou avec des charges en muscu ou n'importe quoi d'autre. Mais par contre, la recherche aide énormément pour ouvrir un champ de possibles. Et les entraîneurs qui basent tout sur la recherche, ils seront toujours en retard. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais entraîneurs, mais ils seront toujours en retard par rapport à ce qui se fait. Ceux qui n'utilisent jamais la recherche, généralement, ils se mettent des œillères et ils se privent de quelque chose qui peut leur apporter des solutions ou expliquer des problématiques. Parce que des fois, on n'a pas toujours la solution. Mais au moins, ça nous fait prendre conscience de certaines choses qui peuvent nous amener à tester, nous, sur le terrain, des choses. De ça, je te mettrais juste un bémol. Vas-y. C'est-à-dire que du moment où tu te rends compte, je te dis une bêtise, tu te dis, mon état d'esprit est capable, on le sait, influence ma perception de la douleur, influence ma capacité à performer. Tu te dis, j'ai plus de contrôle sur... Moi, petit préparateur physique, au final, j'ai du contrôle sur pas grand-chose. Et tu vois, cette phrase de dire c'est pas heureux les simples d'esprit, mais si à un moment tu vas trop loin dans tout, t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Exactement. Ouais, complètement. Et se recentrer sur des bases, c'est ce que je dis toujours. Il y a tellement de publis et tellement d'exemples qui montrent que tu fais un sport couru, améliore la force. Je n'ai pas parlé de puissance, j'ai pas parlé de RFD, j'ai parlé de rien. Améliore juste la force de ton membrin. Tu améliores ta capacité de puissance, tu améliores ta vitesse, tu réduis ton risque de blessure, tu améliores ton économie de course. On peut prendre une respiration et se dire ok. Et de là, on n'a pas besoin. Je suis le premier. J'ai écrit beaucoup sur pourquoi j'utilise le box squat à telle amplitude, parce que c'est spécifique à ça. Pourquoi j'utilise les bandes avec tout le temps, machin. Mais je dis toujours à la fin, écoute-moi, tu prends un mec, il fait du front, du back squat, du trap bar, il est à 100, tu le rends à la fin de l'année, il fait 150, il y a 99% de chances que tu aies fait de lui un meilleur joueur. La question qu'il faut se poser à mon sens, c'est à partir de quand ce raisonnement simpliste il ne fonctionne plus. Et là, c'est plus dur. C'est plus dur dans une activité en plus où les transferts ils sont très peu mesurables.
tu lances ton javelot, tu passes de 100 à tu 120, quantifies facilement. il augmente de 5 Bien mètres. sûr. 120, 140, il augmente de 5 mètres. Tu arrives à 150, il augmente de 5. Tu arrives à 160, ça bouge plus. Ah, bon, On a la limite. on a la limite. Dans un sport co, Hmm. là, personne, en tout cas de ce que je sais, je crois que Ouais. personne n'a les réponses. Aujourd'hui, on n'est pas trop capable de le mesurer, donc c'est Hmm. là où. Et c'est là où ça devient génial aussi. Ah oui. C'est parce que toi, tu dois te poser la question, tu dois aller échanger avec le mec, il doit te faire part de ses ressentiments, de ses sensations, mais en gardant toujours, à mon sens, et là où on va trop vite, pareil, tout de suite focus sur ces trucs-là de fou. Et mec, La base. bah, un petit peu. Et du coup, c'est Ouais, juste bah pour ouais. dire, tu sais, on parlait des études qui te permettent d'avoir de te poser un milliard de questions. Mais en fait, si tu es tout le temps dans le questionnement et pas dans l'action, bon, bah, tu t'avances pas non plus, quoi. Ouais, cette C'est- balance. à Cette trouver. balance, elle est là. Et tu peux rajouter aussi l'apport de la technologie. Parce que, pour l'anecdote, j'avais un apprenti qui me parlait des plateformes de force, des tests sur ça. Nanana. Et j'ai dit, ok, vas-y, on teste. Mais sur plateforme de force, un de ses potes, parce qu'il voulait lui servir d'exemple, il me dit, mais regarde, là, il a un déséquilibre gauche-droite et tout, il a ça, il a ça. Et j'ai dit, ok, il sait squatter. Et tu le vois squatter, le mec, il est tout tordu. Mais vraiment, la barre était en travers. Je dis, bah, corrige-le sur ça. On a fait 3-4 séances, tu le remets sur la plateforme de force, parce que lui, t'es parti dans des protocoles, sur la plateforme, à apprendre, à truc, à machin. Putain, le mec, il est quasi équilibré, à même pas 1% près. Tu te dis, ouais, c'est bon. Reviens, base, tranquille. Tu avais des travaux. Tu sais, tu as eu plein de travaux pour essayer de trouver à partir de quand il fallait changer un peu. Et sur le squat, quand même, tu as eu pas mal de trucs qui montraient, et c'est sur demi-squat. Hein. Ouais. Si je me souviens bien, parce que je les ai lus, ceux-là. J'aime bien faire ça, c'est lire vraiment les bases. Enfin, revenir à l'étude de base, parce que des fois, c'était pas tout à fait ce qu'on en avait compris. Et il me semble bien que c'est sur demi. C'est 1,6 fois poids de corps, tu vois. Je vais pas dire une bêtise. Ouais. Regardez, je pourrais te donner la ref parce que je l'ai dans un truc que j'ai écrit. Mais on s'en fout à la limite des données. J'avais le 1.8. C'était Poliquin qui avait sorti une base. Là, c'est vraiment. Là, c'est des travaux. Okay. Je te redonnerai. Ouais, on s'en fout, on va juste réfléchir en termes de processus. C'était de dire jusqu'à là, bon, t'as pas de meilleures améliorations si tu changes, si tu amènes autre chose. Et moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, tu vois, par exemple, c'est garder des cartouches en réserve, quoi. Me sors pas tout. C'est sûr, c'est bien pour m'impressionner, c'est trop cool. Mais garde-en, c'est ce que tu as fait avec la plateforme de force, tu vois. C'est la folie, mais garde-la en réserve à la fin. Ouais. On va l'amener jusqu'à là et voir est-ce que tu te sens mieux. Et on a le droit de travailler aussi comme ça, quoi. Le perceptif, c'est ça. Alors, ça va qu'on a M. Morin qui a remis ça un peu C'est vrai. qui a remis ça un peu à la mode et qui n'a pas eu peur, lui, mais c'est hyper important. Et tu vois, je lisais le bouquin, ça fait 2 fois que je le dis, mais Véronique Bia, c'est courir à la sensation. Et elle te prouve que notre perceptif, il est juste, en fait, en plus. Et regarde les nageurs, les sprinteurs, à la demi-seconde près, ça va combien ils nagent. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et on a trop voulu... on a trop voulu... C'est pareil, tu vois, c'est moi aussi. On avait peur de ça, quoi, parce que... aussi parce que notre job, il s'est professionnalisé et que tu dois, comme dans tous les métiers, tu dois rendre un peu des comptes, tu dois rendre des tableaux d'évolution et de dire, mes athlètes, ils sont passés de ils se sentaient bien à ils se sentaient très bien. Bon... C'est pas mal déjà. Ouais, mais c'est pas justifié. Dans un monde de chiffres comme aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça doit être quand même les marqueurs perceptifs des gars qu'on entraîne, des gars ou des filles qu'on entraîne. Je pense que c'est hyper important. Et justement, moi j'ai cette impression-là qui m'a complexé pendant très longtemps. C'est de dire si t'es pas un prépa qui prend énormément de données, t'es un mauvais prépa, quoi. Et l'anecdote, je crois que je l'avais déjà raconté dans une émission, mais moi sur le Pôle France au début, je suis arrivé, j'ai voulu tester les mecs et je dis mais en fait, ça sert à rien. Et j'ai arrêté de suite. C'est-à-dire que la plupart des sportifs que j'ai, sauf cas particulier, tu vois, j'ai jamais testé leur 1RM, sauf dans des cas où tu avais un aspect motivationnel, de confiance, tu vois. Mais c'était même pas pour prendre la mesure. Le fait que je sois à 130, 135, je m'en tape. Par contre, c'est comment est-ce que tu le fais qui va m'intéresser. Et
Donc de dire, des fois, on m'a posé la question sur un des boxeurs que j'ai qui est à très haut niveau. On me dit, ah, mais Nordine, il squatte à combien? J'ai dit, bah, quel type de squat? Avec des haltères, avec un front, il n'a pas la mobilité, donc on lui met des sangles pour qu'il puisse faire du front, tu vois. Sur du back, en complet, et puis j'en sais rien. Je peux te dire à combien il travaille sur à peu près combien de reps, mais vu que l'intention pour moi est aussi importante que le poids, bah, je sais que des fois on sous-estime le poids énormément parce qu'il y a ça. Je me dis, le mec, j'en sais rien. Et les gens, ils te regardent avec des yeux, ils te disent, mais pourquoi, comment tu fais? Bah ouais, mais j'ai appris à le connaître. Et puis, c'est pas un facteur limitant pour un boxeur. En tout cas, Pas du tout. Moi, de ce que j'en vois de Ouais, l'extérieur, non, mais voilà, on s'en ou fout. combien il fait au bench, ou. Bah. Non. Ça va pas être. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, pour un joueur de première ligne, Oui, c'est bien sûr. quelque chose qui est important. Donc, c'est une donnée que j'ai. Hmm. Mais je dis toujours, je récolte que ce que j'utilise. Du coup, je réduis ce que je récolte. Ouais. Et au fur et à mesure, je réduis. Je réduis. Par contre, je prends des choses super simples. Des longueurs de jump, des chronos. Ça, pour créer l'émulation dans les séances. Et puis ça me donne un vrai état de forme, tu vois. J'aime beaucoup parler de monitoring intra-séance. Tout mon système, il est basé avec, en muscu, je parle, avec l'utilisation de top 7 et de redondance sur l'année. Enfin, du coup, tu peux t'auto-mesurer, tu vois. Et tu peux mesurer tes progrès toi-même. Et ça, c'est important. Et ça, c'est cool. Et c'est que voilà, ça, c'est bien parce que tu peux avoir une idée d'état de forme. Tu vois, je repasse des mecs dans des situations de vitesse ou d'axel, plutôt, pour être plus précis. Et on les challenge tout le temps. Et tu regardes, tu as un pourcentage de variation et ça te donne un vrai état de forme de ce que tu as au jour. C'est peut-être plus pertinent. Tu testes même ton système nerveux en faisant ça. Exactement. Ouais. Et ça me parle. Tu vois, ça, c'est vraiment... On sautait à telle distance, on saute à telle distance. Ah, ok. Bon. Maintenant, c'est peut-être pas le... Bien qu'en plus, la science ait montré que c'était des évaluateurs indirects de la vitesse. Mais des fois, tu n'as pas besoin de... trucs faciles. Hein. On disait tout à l'heure, un mètre et un ruban et tu peux tout faire. Un ruban, des plots, tu as moyen de mesurer pas mal de trucs. Et même si, tu vois, tu vas te faire attaquer, on va te dire, mais c'est pas exactement ça, et ce test-là n'est pas prouvé. Mais c'est là où il faut être capable de prendre du recul et dire, déjà, est-ce que s'il y a eu l'amélioration, tu as gagné la confiance de ton athlète, tu as changé son mindset tu fais forcément un meilleur athlète. Même si ton saut, il n'est pas transférable parce qu'il est à un pied ou pas, à 2 pieds ou peu importe. Mais sur d'autres axes, tu as gagné. Tu as gagné sur ça. Tu as gagné sur ça. Si tu en es à te battre pour 1 centième de seconde sur le 100 mètres, oui. Mais c'est 10 personnes en France, quoi. Et j'exagère, mais... du reportage que j'ai vu, on te montre ce qu'on veut, sur une plateforme connue, sur l'entraînement des sprinters, le coach jamaïcain, il regarde pas ça. Il écoute, il regarde, il voit. Il ne sont pas dans un labo. Alors après, bon, on peut y amener encore une fois plein de trucs. Ils ont un pool d'athlètes différents. Mais... J'ai fait un épisode avec Tamara Awada, qui est entraîneur en athlé. Et elle te dit, en fait, au bruit, je sais si tu cours ou pas. Et comment tu cours et comment tu bondis. Là, tu dis, purée, mais oui. Et comme nous, en judo, quand tu fais tes outils commis, moi, au bruit, s'il y a de l'impact ou pas, je sais si tu as mis de l'intention et si quasiment il est bien fait. Tu as le bruit des pieds qui frottent, il faut qu'il y ait tant de bruit que ça soit comme ça. Et en fait, tu n'as plus besoin d'aller chercher ok, est-ce qu'il a tiré sur la manche à tant de newtons ou on s'en tape, quoi. On s'en tape, oui et non. Je pense que tant qu'il y a l'intention, et puis à certaines périodes, c'est cool d'avoir de la data quand même pour récupérer, pour valider les choses. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça vienne en conflit. Je te donne un exemple. On bossait avec les accéléros et d'une marque connue. Et moi, c'est censé fonctionner avec Android. Et ça merdait tout le temps. Et on était en séance et en fait, ça se déconnectait, le Bluetooth, machin et tout. Et en fait, on se pourrissait la séance à cause de ça. Parce qu'on donnait... Tu vois, on était fou. Et là, ça rentre en conflit. Et là, peut-être que là, il faut te dire, ok, je ne suis pas en capacité aujourd'hui. Je suis toujours... Tu vois, ton niveau d'individualisation et ton niveau de précision, il doit dépendre de tes moyens que tu as à disposition.
je suis tout seul, j'ai 40 athlètes, mon niveau d'individualisation, il doit être faible. Parce que si je mets un trop haut niveau d'individualisation, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas perdre de ta séance. T'es 10 préparateurs physiques, tu as 40 athlètes, mais booste ton niveau d'individualisation, bien sûr. Si tu es seul, c'est compliqué. Si tu es seul, c'est compliqué. Et c'est pareil pour les prises de mesure, tu vois. J'ai fait un graphique sur, tu vois, comment interpréter nos datas. Bon, niveau 1, on parle de l'équipe en général. Bien sûr que le niveau de précision n'est pas ouf. Mais si j'ai pas le temps et pas les ressources pour aller plus loin, je m'arrête là. Niveau 2, je vais séparer mes groupes. Avant, 3 quarts. Niveau 3, on va parler de poste. Et niveau 4, je vais parler de l'individu. Mais chaque niveau, il me demande d'investir des ressources, ça peut être financier, mais temporel et humain. Et vaut mieux réduire le niveau et avoir des données que tu puisses faire parler, qui ne rentrent pas en conflit avec tes séances et tout ça, plutôt que de vouloir amener un niveau de précision qui est... Et au final... peut-être même pas t'en servir. T'en fais pas grand-chose, quoi. Et en plus, quand le peu d'articles scientifiques que je lis sur les statistiques, on fait visiblement des très mauvaises lectures de ce qu'on récolte. Et j'irai pas plus loin parce que je fais partie de ces gens qui font les mauvaises lectures. Bon, je prends un peu d'humilité là-dedans, quoi. Parce que c'est pas mon métier et c'est cool. Ouais, mais tu as raison. Donc ça réduit encore le fait de dire tes données, voilà. Et puis après, tu sais qu'on a aussi la précision des appareils. Ouais. Je travaillais avec Beast à l'époque, mais quand j'ai vu les études, j'étais déçu. Voilà. Mais c'est pareil pour nos GPS. Ouais, mais partout pareil. Nous, on utilise énormément les GPS. Je lisais encore un papier. On parle des fois jusqu'à 15-20% d'écart. 15-20%. Bah, sur 10 bornes, ça va. Oui, mais sur la saison. Mais quand je suis... ouais, et puis si je voulais, admettons, dire... Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, je fais 1700 mètres. Précis. En fait... tu sais pas. Voilà, tu vois. Non, mais donc, être super humble... par rapport à ça. Un peu de recul. Complet. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur ? Ça va dépendre d'où on parle. Dans mon métier à moi, c'est quelqu'un qui gagne. Sans tricher. Dans mon métier à moi. Quand tu es payé, quand ton job, c'est de faire du sportif pro en équipe pro et pas en développement. Parce que si je faisais le même métier, mais sur des jeunes d'un centre de formation, j'aurais pas la même réponse. Je parle dans mon contexte. Je pense que c'est quelqu'un qui gagne. Ok. Qui gagne. J'aurais absolument aucun... Je m'attribue aucunement le fait de gagner. T'inquiète pas. C'est pas ça. C'est de faire en sorte que tes joueurs gagnent. Exactement. C'est pas moi qui joue, je suis pas sur le terrain. Je suis que là. Être capable de mesurer le poids de la préparation physique sur un sport comme le rugby. Ouais, c'est compliqué. Et puis c'est pas grand chose, quoi. Ouais. C'est pas grand chose. Tu fais avec. Ouais. Est-ce que tu as des lectures à conseiller ? Ouais. J'en ai partout. J'ai quasiment toujours. Tout le monde me dit oh purée. Ouais, j'en ai dans la chose, j'en ai partout. Une lecture pour la prépa. Ou tout à fait autre chose, si tu veux. J'en ai tellement lu, en fait, c'est pareil, ça va dépendre de ce que tu cherches. Des livres qui t'auraient marqué ? Celui de Nick Wilconman, là. Oui, j'ai écorché son prénom, l'ancien patron de Exos, là, sur les consignes, sur le coaching, ça s'appelle l'art of coaching, un truc comme ça. Je suis pas sûr que ça traduit. Je crois qu'il a été traduit. Ah ouais, franchement. Je regarderai, je le mettrai dans la description. Vraiment de cool. mémoire, en tout cas, il y a un livre qui a le même nom, l'art de coacher, mais je sais pas si c'est le même auteur. Là, c'est vert, c'est une. Je l'ai prêté, j'ai pas là. Ouais. Lui, vraiment cool sur ça. Okay. Parce que c'est un domaine que lui, il a travaillé. Je sais même pas s'il a pas fait une thèse ou fait un doctorat là-dessus. Okay. Peut-être que je dis une bêtise. Mais en tout cas, c'est ses travaux. Donc, il a vraiment beaucoup bossé là-dessus. Il a mis un système en place. C'est vraiment pertinent parce que personne ne parle de ça. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la base, faire passer l'information. Après, tout ce qui est travail de force, développement de la force... moi, j'ai passé les formations Westside Barbell. Je dis pas que j'adore. Je suis pas sûr que ça soit tout transférable à notre métier, mais
Ça m'a donné C'est plein une de... très bonne base. C'est un bon point de réflexion, en tout Ouais, cas. Puis ça m'a amené... La grosse formation, elle m'a obligé à lire Super Training, tu vois. J'ai lu toute la liste. Enfin, pas toute. Non, ce serait prétentieux. Mais pour passer la grosse formation, il t'envoie... je sais pas, je dois avoir plus d'une dizaine de bouquins avec toutes les classiques un peu russes, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas que simple, mais voilà, ça te file une bonne base, donc juste pour ça. Après, Christian Thibaudeau, beaucoup écrit. J'avouerai que j'étais très anglo-saxon, en fait, parce que moi, je me suis un peu construit en lisant. J'ai lu, à la base, j'ai commencé par tous les muscles et fitness, j'étais abonné jusqu'à ce que ça existe, jusqu'à ce que ça n'existe plus, quoi. J'ai lu le monde du muscle, pas longtemps, parce que ça a vite disparu. Et du coup, j'étais baigné un peu, puis tu crois toujours que ce qui se fait à l'extérieur, c'est mieux. Toujours mieux. Quand t'es gamin. Et donc, j'ai pas trop lu en français. Je vais pas mentir sur le développement de la force. Donc, j'ai pas mal de références de mecs plutôt à l'international, mais il y a sûrement Fred, tout ça, c'est des mecs qui ont fait des super trucs. Fred Marceau. Ouais, bien sûr, c'est génial. Il écrit beaucoup de choses. Donc, sur le développement de la force, là, je vais le dire comme ça, mais c'est pas. Je suis en train de lire les ouvrages de Véronique Bia sur l'endurance, que je connaissais pas. On m'a dit hier ou avant-hier sur un tournage qu'elle avait écrit un dernier bouquin qui résumait un peu toute sa carrière et qu'elle a écrit des pavés comme ça et que là, il est tout petit. C'est celui-là, Courir à la sensation. C'est génial. J'ai pas encore lu. C'est... sur les 3 niveaux de difficulté, etc. On m'a raconté. C'est fantastique. Ce que je te disais, elle t'explique que le perceptif est... Et c'est drôle que quelqu'un qui soit allé si loin dans la physio revienne autant à la base finalement. Et elle te dit, je vais paraphraser son bouquin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'elle commence en te disant c'est le livre le plus difficile qui m'a été donné d'écrire et ça m'a pris 30 ans pour être capable de... Et elle a, je sais pas, 150, 200 articles publiés. Ah oui, c'est colossal. C'est machine de guerre. Sur un sujet. Sur le développement de l'endurance et principalement, visiblement, sur la VO2. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui est comme ça. Et elle a, pour simplifier. Donc, je suis en train de lire ça en ce moment, donc plutôt cool. Et après, un bouquin, j'en ai tellement lu, les autres... C'est déjà pas mal. Si les gens lisent ça, ils ont de quoi faire. Ouais. Il y a de quoi. Je te laisse le mot de la fin. Wow. Merci. Ça, c'est plutôt... Merci, c'est gentil. Merci à vous deux. J'espère que j'ai pas dit trop d'âneries. C'est pas toujours simple quand tu es en live. C'est possible que je me sois trompé sur des chiffres, sur des études. Si vous avez compris mon message... Oui. Ne me vais pas me chercher là-dessus. Personne ne viendra. Vous avez compris que c'est pas le principe, que c'est peut-être pas le plus important et que la démarche elle est. Et merci pour ce que tu fais. Moi, je suis très transparent, j'aime beaucoup, j'écoute. Ça me permet d'entendre des choses super. Et voilà, continuez à vous former, et surtout soyez passionnés, régalez-vous et bonne chance pour la suite. Merci Romain. Merci. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas en commentaire, si tu es toujours là, à nous dire ce que tu en as pensé. Ça nous aide énormément pour le référencement. N'hésite pas à liker et t'abonner, bien évidemment. Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse et que les autres vont t'intéresser également. La semaine prochaine, on se retrouve avec Corinne Théroux, qui est entraîneur d'escalade depuis des années et des années. Et avant de te laisser, n'oublie pas, la rock. Salut.